La j'aime assez coucou. À chaque fois que je fais une vidéo sur le Japon et que ça parle d'un sujet légèrement sensible comme la vidéo sur les pervers sexuels au Japon, eh bien j'en parle avec mon mari Mohi, qui est japonais. Et on a discuté, et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé relativement intéressant et du coup ça a conduit à une longue conversation et j'aimerais partager avec vous la conclusion de ce débat. Ce qu'il m'a dit, c'est « Oui mais, grâce au hentai, grâce aux trucs pervers et tout, parce qu'on parlait aussi de la pédophilie, mais ça j'en ai parlé pas dans le cadre de la vidéo, mais vous savez, une chose en amenant une autre, n'est-ce pas? Et il me dit oui, mais grâce à ça, il y a moins de viols au Japon, c'est pour ça qu'il y a très très peu de viols au Japon, que c'est l'un des pays où il y a le moins de viols, et c'est vrai, j'ai vérifié les petites informations sur internet. Et effectivement, il suffit de 2 clics pour se rendre compte que le Japon a un taux de viol extrêmement bas. Mais je suis pas convaincue, hein. Je sais que c'est extrêmement bas, de fait c'est extrêmement bas, mais j'avais envie de... Vous savez, j'avais envie d'embrayer sur quelque chose, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Et Mohi était relativement d'accord, il est pas d'accord avec tout ce que je dis, attention, hein, mais il était relativement d'accord avec ce qui va suivre. Et comme j'ai eu cette conversation préalablement avec mon cher et tendre, j'ai bien fait mes devoirs et j'ai tous les petits chiffres notés, je vais pas devoir perdre du temps à chercher. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de Cool Japan. Cool Japon, cool Japon, swag, tout ça. Pour faire court, c'est le gouvernement japonais qui a créé ce concept après avoir perdu la guerre contre les États-Unis et aussi créé littéralement le terrorisme aérien et les kamikazes. Hein. Je vais pas vous faire un petit cours d'histoire ici. Et donc ils ont perdu la guerre et ils se sont dit « Ah !» Le monde entier ne nous voit pas très bien, hein. C'était pas directement après la guerre. Et vous savez, ils ont un peu réfléchi entre-temps. Ils ont voulu élaborer tout ça. Et ils ont créé, dans les années 80, ils ont créé un ministère des Affaires étrangères. Dans les années 80, ça veut dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans dans les années 80, plus 22 2000... 38 ans. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était un petit bébé par rapport aux autres ministères des Affaires étrangères dans les autres pays, ce qui est tout à fait normal vu que le Japon a vécu en autarcie pendant très longtemps. Mais quand même, ça reste un petit bébé, n'est-ce pas? Quand on sait que, par exemple, celui de... Attends, j'ai fait mes devoirs, attendez. Le ministère des Affaires étrangères de Belgique a été créé en 1883, ça fait il y a 187 ans, je ne viens pas de compter, je l'ai écrit. Et celui de France remonte à l'an 1588, donc il y a 410 ans. 38 ans, 410 ans. Hein. Et en fait, je trouve cette information particulièrement intéressante parce que pour moi, ça prouve que le Japon n'avait pas du tout conscience que la popularité pouvait être un facteur de puissance économique, politique, internationale. C'est peut-être pas français ce que je viens de dire. Mais le Japon s'est réveillé en commençant à interagir avec les autres pays. En tout cas, c'est ce qu'on dirait, c'est ce que je vois. C'est ce que moi je vois à travers mon regard imbécile. Mais ça, ils s'en sont rendus compte après avoir été se faire péter chez l'adversaire américain. Du coup, le Japon a voulu en quelque sorte réparer son erreur, ce qui n'était pas vraiment une erreur, se redorer le blason. Et pour ce faire, ils ont créé le concept de Cool Japan. Le concept est né apparemment, d'après mes recherches, en même temps que le ministère des Affaires étrangères. Enfin, ils ont commencé à réfléchir à tout ça. Et c'est là que commence la course à la popularité. Mais pas n'importe quelle course. Comment vous expliquer? Moi, je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que quand on réfléchit bien, c'est tout à fait typique même du comportement des Japonais en général. Pas juste le gouvernement japonais, pas juste le pays en tant que tel, mais vraiment les Japonais en général qui pensent pas être spécialement populaires, mais se soucient extrêmement de leur image. L'image, c'est très très important. Et donc, comment est-ce que le gouvernement japonais va procéder? Eh bien, c'est très simple, mes petites trites. Il va tout simplement exporter la culture, la pop culture, tout ce qu'il y a en fait d'attractif
dans le Japon, c'est pas vraiment un concept, mais dans tout ce qui peut représenter le Japon de manière positive va être exporté à l'étranger et proposé comme un produit pour justement mettre en valeur le pays en tant que tel, sans qu'il y ait des débordements derrière. Je sais pas si comment vous expliquer, comment vous dire. C'est comme s'il y avait un masque, le masque avec de la J-pop, des animés, des mangas, de la littérature, des films, des jeux vidéo, la technologie, et derrière il y a tout le reste qui, vous savez, qui macère et qu'on ne veut pas montrer parce que ce n'est pas très beau, n'est-ce pas? Et c'est normal. Hein? Enfin, je veux dire, je comprends qu'ils aient pas forcément envie qu'on voit des trucs bizarres, tout ça, mais du coup, ça permet en fait, en vendant la culture et en vendant essentiellement des choses positives aux occidentaux, pas les étrangers, on n'est pas des étrangers, vu que... Bref. Mais c'est en vendant une image valorisante du pays qui vont arriver à attirer un tourisme exceptionnel et qui vont arriver aussi à se reconstruire en tant que puissance économique parce que ça va leur rapporter beaucoup d'argent d'exporter des petits mangas et tout, hein. Et cette information, je la trouve intéressante de deux manières. La première est qu'en fait, on se rend compte que peut-être le Japon est plus conscient de l'importance d'avoir une bonne image à l'international que les autres pays, que les États-Unis, vous savez c'est quoi un autre pays, et je vais pas vous expliquer les noms de tous les autres pays, n'est-ce pas? Le Japon en est conscient, mais non seulement il le vocalise, je veux dire, c'est là, on le sait, c'est juste qu'on parle pas beaucoup du Cool Japan, c'est pas un concept très connu ici parce que je pense que ça dérangerait. Alors que je ne vois pas ce qu'il y a de dérangeant, mais je me doute bien que ça dérangerait certaines personnes en se disant « Quoi ? On se fait manipuler ?» On se fait pas manipuler, littéralement, on se fait manipuler par tous les pays, par tous les gouvernements, par tout le monde. Même ton voisin, il te manipule, ton chat, il te manipule. Les chats sont les pires manipulateurs de la planète. Je pense sincèrement qu'on se fait manipuler constamment, tout le temps, mais le Japon, en étant conscient qu'il doit manipuler en ce sens, va mieux le faire que les autres pays. Parce que c'est carrément un concept au Japon. Le Cool Japan, c'est un concept. T'as pas le Cool America ou le Cool France ou le Cool Belgique. C'est le Cool Japan. C'est un concept d'avoir une bonne image à l'étranger. Vous vous rendez compte? C'est un concept! Du coup, je trouve ça intéressant dans ce sens-là, et ça veut donc dire que on va pas beaucoup parler de ce qui se passe de forcément négatif dans le pays, et il y a aussi la barrière culturelle qui fait que c'est très difficile d'avoir accès à des informations précises et cohérentes sur le sujet. Par exemple, aux États-Unis, c'est très facile de juger les États-Unis vu que c'est de l'anglais et du coup, on reçoit toutes les informations directement en anglais et c'est beaucoup plus facile à traduire pour nous parce que l'anglais et le français, ça se ressemble. Il y a beaucoup plus de traducteurs anglais-français. Vous avez le premier langage international. Premier langage international? Est-ce que l'anglais est la première langue internationale? C'était pas le chinois ou l'espagnol? Attendez. La langue la plus parlée dans le monde, most spoken language in the Chinese, Spanish, English, hein. C'est déjà mieux que... en tout cas, c'est certainement pas le japonais, n'est-ce pas? Du coup, oui, en effet, c'est forcément plus facile de critiquer, et culturellement parlant, il faut le dire, les Occidentaux, en tout cas... Les États-Unis et l'Europe, on a des petits points communs qui remontent à la guerre d'ailleurs. Hein. La guerre fait beaucoup de choses. Hein. Et c'est sur cette merveilleuse transition qui n'en est pas une, d'ailleurs il n'y a pas eu de transition, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il y a une transition, que je voudrais embrayer sur le sujet des statistiques. Les chiffres, pardon, c'est ma pantoufle. Les chiffres, je n'y crois pas du tout, je ne crois pas en les chiffres. Les chiffres, c'est fait pour vous donner une idée générale d'un sujet. C'est pas fait pour vous donner des informations précises sur un sujet. Et j'ai l'impression qu'en 2018, les gens, ils sont dingues avec les statistiques et les chiffres. Ils sont obsédés par ça. Ils croient qu'ils ont un chiffre, ils ont des chiffres, ils ont le pouvoir. Vous
voyez ce que je veux dire? Et les gens se sentent puissants et ils vous balancent des chiffres au visage en mode oui, mais il y a 70%. Attendez, on va pas parler en français de France. Hein. Il y a 78% de personnes. Je sais pas, je suis complètement perdue, mais vous avez compris. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les statistiques sont des menteuses et des manipulatrices manipulables parce que on peut les modeler à notre guise, on peut faire n'importe quelle recherche pour donner n'importe quel sens à n'importe quelle recherche. Et je vais vous donner un exemple justement que j'avais appris à l'université, mais je sais plus si je m'en souviens très très bien, mais en tout cas il a du sens là maintenant, il a du sens et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Et en fait cet exemple c'est l'exemple de la prison. On fait une enquête dans une prison, je sais pas si on appelle ça une enquête, oui, enfin des stats d'une prison. Et il en ressort que, je vais dire un chiffre au hasard, 87% des individus en prison, parce que ça n'a pas été fait que dans une prison, hein. C'était fait dans plusieurs prisons, pardon, ont une pointure supérieure à 40. Donc ils ont des grands pieds, hein, 40 c'est beaucoup. Du coup, est-ce que ça veut dire que les gens qui ont des grands pieds sont des meurtriers et des crapules? Est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on peut faire dire ça à ce genre de stats. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en fait, la plupart des stats, la plupart de l'enquête a été menée dans des prisons entièrement constituées d'hommes. Vous voyez, il faut avoir tous les éléments. Parce que sinon on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Et ça, je n'aime pas avec les statistiques. Je n'aime pas, surtout quand on te prend des statistiques d'internet de ci, de là, et personne ne sait d'où elles viennent. Mais tu sais pas d'où elles viennent. Parfois on me dit oui, mais c'est un truc officiel qui te l'a dit. Mais j'en ai rien à foutre que ce soit officiel, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça peut te donner une idée globale. Mais ce n'est pas la précision, ça c'est certain. Et qui te dit que les chiffres n'ont pas été manipulés pour justement donner cette impression, vous savez, la manipulation, tout ça, hein? Et non, hein. Et c'est pour ça que dans un premier temps, selon moi, les chiffres délivrés par le gouvernement japonais, tout comme les chiffres délivrés par n'importe quel autre gouvernement sur cette planète, ne sont pas fiables. Moi, je ne me fie pas aux chiffres. Je n'aime pas les chiffres. Ils sont pas fiables, mais ils peuvent effectivement donner l'idée que il n'y a pas énormément de viols au Japon. Et c'est là que je vais sur mon deuxième point. Mon deuxième point étant que, en fait, qu'est-ce qu'un viol? J'ai vu cette question tellement posée par des hommes, par des femmes, les gens ne savent pas à partir de quand ils ont été violés ou à partir de quand ils ont commis un viol. Mais là, je vous parle de l'Occident, donc on sait encore, comment vous dire, ce que je vais vous dire, ce qui vient après. Mais j'espère que vous êtes bien installés sur votre chaise avec votre petit fichier mignon là, parce que ça ne va pas aller. Hein. Sincèrement, c'est, je rigole, hein, mais moi j'étais un petit peu, comment dire, j'ai été perturbée. C'est-à-dire que j'ai fait, vous savez que j'ai cette série Ce que pensent les Japonais sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai encore plein d'épisodes. Mais il y a un épisode que je voulais sortir que je n'ai finalement pas sorti parce que les propos qui étaient tenus me choquaient. Au moment de l'interview, j'essayais d'être le plus respectueuse possible, mais j'ai été très choquée par les propos tenus pendant l'interview et c'était un homme qui m'expliquait qu'en fait, au Japon, donc il parle de son propre pays, hein, n'est-ce pas? Il expliquait que c'était courant au Japon, entre collègues, lors des nomikai, les nomikai qui sont, vous savez, ces sorties entre collègues où on va tous boire après le travail, jusqu'à pas d'heure d'ailleurs, et jusqu'à être complètement sous. Et quand je dis sous, je peux vous dire que les Japonais, quand ils sont sous, ils font pas les choses à moitié, mais en même temps, ce serait difficile de faire les choses à moitié, puisque ils sont complètement intolérants à l'alcool. Ils supportent très mal l'alcool parce que les Asiatiques ont une enzyme en moins, je crois. Qui font qu'ils supportent moins bien l'alcool de manière générale, et ça c'est un fait médical. Et oui, les Japonais sont très vite sous, effectivement. Et donc on les retrouve par terre sur la rue, on les retrouve à dormir dans le train. On doit venir les retirer du train. Ils dorment dans les gares, hein, y a pas de souci. De toute façon, le Japon est un pays relativement safe, très safe, pardon, pas relativement safe, extrêmement safe. Donc on est en sécurité au Japon. Hein, de toute façon. Donc, ce que cet homme me disait, c'est que il n'était pas rare d'attendre
qu'une collègue ou qu'un collègue plus jeune, mignon, soit sous pour avoir un rapport sexuel avec eux. Soit complètement sous, hein, soit complètement parti pour avoir un rapport sexuel avec eux. Il était pas rare en fait qu'ils aillent tous en groupe et que c'est pas genre prévu, mais c'est pas quelque chose de bizarre quoi. Qu'après la soirée, quand la soirée touche à sa fin, que les mecs se mettent sur, même à plusieurs, hein, y a pas de souci, hein, sur une nana ou un autre mec, ou même une nana qui va se mettre sur un mec. Quoique c'est plus compliqué parce que je pense qu'un homme ne peut pas avoir d'érection quand il est très très sous au point de complètement. Mais voilà, il avait dit ça sans pression et c'est là que je me suis rendu compte et j'en ai reparlé avec Mochi. D'ailleurs, c'était un des arguments pour moi pour dire en fait les Japonais, nous déjà en Occident, on a des difficultés à définir le viol. Mais les Japonais, pour eux, ils ont une définition très très stricte du viol, alors que nous, on a une définition très très large. À partir du moment où on n'a pas dit oui, à partir du moment où on n'est pas consentant, c'est fini, c'est un viol, hein, c'est une agression sexuelle. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée, hein, attention. Hein. Et au Japon, bah y a pas de définition en fait. C'est vraiment s'il y a eu violence, si la personne a été forcée, si la personne était consciente, vous voyez ce que je veux dire, c'est très strict quoi. Et ça réduit vachement le nombre de viols. Et vous vous rendez compte de tous ces viols qui n'ont pas été comptés comme étant des viols. Plus les viols qui n'ont jamais été déclarés parce que l'image, justement, est extrêmement importante. Et pour une jeune femme ou un jeune homme, enfin je sais pas pourquoi ils doivent être jeunes, hein, c'est dur quoi, c'est un déshonneur. Déjà c'est un déshonneur chez nous, mais c'est aussi un déshonneur au Japon. Donc pour en revenir à tout ce qui est de l'art audiovisuel, des animés, des mangas, des films érotiques que produit le Japon chaque année par milliers, par centaines de milliers, je pense pas que ce soit ça qui participe vraiment à un taux de viol plus bas dans le pays. Vous savez, en fait, je pense qu'il y a une grande différence entre avoir un fantasme et réaliser un fantasme. Je pense, et beaucoup de gens se reconnaîtront très certainement dans ce que je dis, parfois tu as des pulsions sexuelles, parfois tu as des fantasmes, une attirance sexuelle pour quelque chose en particulier, mais ça veut pas dire que tu as envie de passer à l'acte. Ça veut pas dire que tu as envie de le faire. Donc même si tu regardes un hentai, bah ça change rien parce que tu comptais pas de toute façon le faire à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Et t'as même beaucoup de gens, même surtout au Japon parce que les gens sont très seuls, et très froids, qui se sentent beaucoup plus confortables dans une relation artificielle, dans une relation par exemple avec une intelligence artificielle, avec un personnage d'animé ou de manga, avec je sais pas, avec un personnage de jeu vidéo, avec des poupées. Il y a des personnes, des hommes souvent qui se promènent avec des petites poupées qui prennent en photo et qui considèrent comme leur petite amie. Ils ont le droit, on s'en fout hein. C'est pas ça la question, mais c'est quand même petit bébé. Il est possible que la caméra ait légèrement bougé sous l'impact de mes doigts délicats. Voilà, ça m'étonnerait que ces personnes soient susceptibles de commettre un quelconque acte d'agression sexuelle, quel qu'il soit. Je pense que dans un premier temps, si ces personnes aiment les hentai, si ces personnes arrivent à trouver satisfaction sur le plan sexuel, émotionnel, etc., dans les hentai, dans les jeux vidéo à caractère sexuel, dans les films, dans la pornographie, je pense pas que ces personnes auraient besoin d'aller exprimer leurs pulsions ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas si c'est un argument pour ou contre en fait. En ce qui me concerne, c'est un argument contre le fait que les hentai et tout ça permettent de faire maigrir le taux de viol au Japon, parce que justement ça aurait pas été les hentai, ça aurait pas été autre chose. Déjà s'ils trouvent dans les hentai, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt dans une relation charnelle, dans une relation sexuelle avec un autre être humain. Donc ils auraient juste trouvé une autre alternative, mais pas le viol. En tout cas, je ne pense pas. Honnêtement, je pense que ce qui fait qu'il y a un taux de viol extrêmement bas au Japon, c'est tout simplement le fait que les Japonais font très attention à leur image et qu'ils savent que s'ils commettent un tel ou un tel acte, leur image risque d'en prendre un coup et tout risque de s'enchaîner.
Ils peuvent perdre leur travail, leur famille, leur femme. Ils peuvent se faire carrément renier. Enfin, c'est pas comme chez nous, tu fais un pas de travers, là-bas, t'es out. Bref, je ne sais pas si ça a du sens tout ce que je vous ai raconté, si ça a vraiment un lien. Mais quoi qu'il en soit, il est clair de toute façon que cette pléthore de contenu à caractère sexuel qui existe au Japon et dans le monde entier peut aider beaucoup de personnes à canaliser leurs pulsions, mais je ne pense pas que ce soit un outil suffisamment efficace pour empêcher une personne de violer quelqu'un. Je veux dire, si t'as la pulsion du viol, t'as la pulsion du viol. Déjà, il faut penser quel type de personne prend du plaisir à voir l'autre souffrir pendant l'acte. Hein? Parce que ça, c'est important aussi. Et je parle pas du masochisme, parce que je sais que là, il y a le sadomasochisme, peut-être que c'est un autre nom aussi. Il y a un consentement qui vient des deux côtés, donc c'est pas pareil. Et il y a un plaisir au bout. Attention, parce que ce que je veux dire, c'est que la femme, je parle au niveau génétique, est capable d'avoir du plaisir sexuel, elle est capable d'avoir un orgasme, tout comme l'homme. Ça veut dire que les deux sont censés jouir. Et souvent, dans les animés, les mangas, tout ça et compagnie, ok, il y a peut-être pas toujours du consentement au début, donc dès lors, c'est un viol. Mais la personne, souvent, après, parce que c'est de la fantaisie, c'est censé réaliser des fantaisies, souvent, il y a du plaisir qui vient par la suite. Et je voulais aussi juste finir sur ça, en conclusion. Je pense qu'il y a de la manipulation des chiffres dans tous les pays, d'accord? Ça, c'est un fait, ça, c'est irréfutable, je pense. Mais, avec le Japon, c'est différent, je trouve. Je ne connais pas la politique internationale de tous les pays, mais pour moi, avec le Japon, c'est pas pareil, parce que le Japon n'était pas vraiment en contact avec les autres pays avant, et n'avait pas vraiment cette notion d'avoir une bonne image. Il ne connaissait pas l'importance du fait d'avoir une bonne image à l'étranger pour les relations internationales et compagnie. Mais quand il s'en est rendu compte, il n'avait aucune expérience à ce niveau-là, donc je pense que le Japon a juste complètement créé un nouveau moyen de se reconstruire en tant que puissance internationale. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais j'ai lu ça quelque part, donc ça ne vient pas que de moi, mais j'ai lu ça quelque part, en faisant une petite recherche sur le Cool Japan, pour une fois que je fais mes recherches. Ça nous prouve en tout cas que le Japon que l'on connaît et le Japon qui existe vraiment, la réalité, c'est complètement différent. Même si on va au Japon, on aura toujours cette image de Cool Japan parce que la culture est toujours mise en avant, mais quand on connaît vraiment le pays en profondeur, ce qui n'est absolument pas mon cas d'ailleurs, on se rend compte que c'est un pays comme un autre, un pays magnifique, parce que tous les pays sont magnifiques, je pense, mais ça reste un pays. Bref, il me semble que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.